Chapitre 1. Au revoir. Missouri, bonjour, misère. Laissez-moi vous parler du jour où nous avons quitté le Missouri. Ce n'était pas tant un grand départ qu'un festival chaotique de mauvaises décisions, enveloppé de poussière et de sueur. Imaginez, si vous le voulez bien, une scène tout droit sortie d'un mariage cauchemardesque, où le gâteau est remplacé par un essieu de chariot et la musique est le bruit des bœufs qui pètent en arrière-plan. C'était notre départ. D'abord, il n'y avait pas, c'est moi, votre humble narrateur, un optimiste de nature. Et par optimiste, j'entends un homme tellement dupe des contes de champs dorés et de terres gratuites qu'il pensait qu'emmener un piano à travers 2000 miles de terre et de désespoir était une bonne idée. Ma femme, Martha, avait le regard d'une femme qui m'avait autrefois aimé, mais qui maintenant ne tolérait mon existence que comme une éruption cutanée, persistante. Nos 5 enfants allaient de l'âge de ceux qui parlent à peine à celui de presque utile. Et puis, il y avait l'oncle Horace, qui, pour des raisons inconnues, avait décidé de faire ses bagages avec un paon empaillé, nommé Lord Featherbottom. Oui, nous étions cette famille. Le processus de déménagement était une symphonie de mauvaises idées. Nous avions des tonneaux de farine, des caisses de haricots, du chou mariné, des sacs de pommes de terre et une boîte étiquetée « Espoir d'hiver » qui, après inspection, contenait un seul miroir fissuré et une tasse en fer blanc bosselée. Martha voulait apporter les tasses en porcelaine de sa mère. J'ai insisté pour la poêle en fonte. Les enfants se disputaient un cerceau abîmé. L'oncle Horace jurait que nous ne pouvions pas partir sans Lord Featherbottom. Finalement, la charrette ressemblait moins à un vaisseau de pionniers et plus à la dernière résistance d'un accumulateur, les bœufs, que leurs âmes indifférentes, Swan bénies, regardaient nos préparatifs avec la même expression qu'ils utiliseraient pour contempler une parcelle d'herbe particulièrement peu appétissante. Nous les avons nommés Buttercup, Chestnut, Honk et Clover. Buttercup était celle avec les yeux hantés, du genre à fixer le vide et à n'y voir que ta mort imminente. Honk était, franchement, un imbécile sous forme de bœuf. Les autres étaient là pour le trajet. Alors que nous disions au revoir aux voisins, qui faisaient surtout semblant de nous souhaiter bonne chance, tout en pariant secrètement sur le nombre de kilomètres que nous ferions avant de faire demi-tour. La roue s'est rapidement cassée. Pas un craquement dramatique, mais un triste et lent affaissement, comme si la charrette elle-même soupirait. Vraiment, ces imbéciles. Les enfants ont commencé à pleurer. L'oncle Horace a déclaré que c'était un présage. Martha me lança un regard qui aurait pu faire cailler du lait frais, et moi, je souris. Juste un petit contretemps, dis-je, car l'optimisme est une maladie qui persiste longtemps après que le bon sens a fui. Réparer la roue a pris 4 heures. Un marteau, 2 prières douteuses et un pot de vin de mélasse pour Honk, qui a refusé de bouger jusqu'à ce qu'il soit correctement compensé. Au moment où nous avons enfin pris la route, il était midi, et le soleil avait décidé de nous punir personnellement pour notre arrogance. Les premiers kilomètres étaient un exercice de déni. Nous chantions des chansons. Les enfants riaient. L'oncle Horace essaya de jouer de l'harmonica, ce qui fit visiblement contempler aux bœufs une rébellion. Puis vint la colline. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Ce n'est qu'une colline. Non, c'était une insulte géologique, un tas de terre conçu spécifiquement pour se moquer des rêves de l'humanité. La charrette gémit. Les bœufs gémirent. Nous gémissions. Je pense même que la terre a gémi. Nous avons poussé, tiré, supplié les cieux. Les enfants ont essayé d'aider, mais ont surtout réussi à mettre de la terre dans leur bouche. L'oncle Horace
a offert des conseils avisés comme « Peut-être aurions-nous dû emballer moins de haricots », ce qui lui a valu un regard de Martha qui aurait pu incinérer un petit buisson. Après 3 heures de cette lutte burlesque, nous avons atteint le sommet pour réaliser que nous avions perdu la caisse de pommes de terre en chemin. Buttercup mâchait pensivement un reste, l'air satisfait. Le soleil était un surveillant impitoyable, la poussière s'infiltrait partout, dans nos yeux, nos dents, jusqu'au cœur même de nos âmes. Les cheveux de Martha, autrefois soigneusement coiffés en chignon, ressemblaient maintenant à un nid d'oiseaux après une tornade. Les enfants se plaignaient de la soif, de la faim et de l'injustice de la vie. L'oncle Horace a entamé un débat philosophique avec Lord Featherbottom, qui, il faut le dire, n'était pas un bon auditeur. Au moment où nous avons fait halte pour la nuit, nous avions parcouru un grand total de 7 miles. 7 miles. À ce rythme, calculai-je, nous atteindrions l'Oregon environ 2 semaines après l'apocalypse. Nous avons monté le camp à côté d'un petit ruisseau triste qui sentait légèrement le désespoir et peut-être un raton laveur mort. Le dîner était un chef-d'œuvre d'improvisation culinaire. Des haricots tièdes, du pain rassis et de l'eau qui était soit légèrement verte, soit ma vue avait abandonné, en signe de protestation. Martha mâchait en silence, les enfants murmuraient, et l'oncle Horace portait un toast à l'aventure, avec une tasse de jus de haricots, avec une tasse en fer-blanc d'eau de haricots. Les bœufs étaient allongés, à proximité, lâchant parfois des flatulences avec la satisfaction de créatures qui savaient qu'elles étaient indispensables. Cette nuit-là, alors que je m'allongeais sur le sol dur avec une pierre pour oreiller et un scarabée rampant sur mon visage, je regardais les étoiles et me demandais quel nouvel enfer demain apporterait. La charrette grinçait dans la brise comme si elle se moquait de moi. Les enfants ronflaient. Martha soupira dans son sommeil, un son qui disait « Je te l'avais dit ». Et quelque part dans l'obscurité, un coyote hurla, probablement en pariant sur la rapidité avec laquelle nous allions nous effondrer. C'était le premier jour, juste le premier jour. Chapitre 2. Jour 1. Rêve brisé et éclat. Si vous pensiez que le premier jour nous apprendrait l'humilité, vous vous trompiez. Cela nous a appris quelque chose de bien plus précieux. À quelle vitesse les rêves se délitent lorsque la roue de votre chariot abandonne la vie et que vos bœufs traversent une crise existentielle. Et donc, alors que le soleil se levait sur notre 2e jour, moi, l'éternel optimiste, je regardais notre campement hétéroclite, pris une profonde inspiration de l'air du matin, qui sentait légèrement les chaussettes humides et le désespoir, et déclarait « Aujourd'hui, nous faisons de réels progrès. Aujourd'hui, nous faisons de réels progrès. » Martha, toujours enveloppée dans une couverture comme un burrito renfrogné, murmura quelque chose sur le fait que je pouvais prendre mon optimisme et le fourrer là où le soleil ne brille pas. Les enfants se plaignaient des ampoules, des jambes douloureuses et du manque alarmant d'options pour le petit déjeuner. L'oncle Horace était occupé à se disputer avec Lord Featherbottom au sujet de la réincarnation du paon, qui aurait été un aristocrate français. Buttercup, notre bœuf de tête, me regarda simplement avec une expression de profonde apathie, comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas, comme le fait que ce serait la pire journée jusqu'à présent. Le premier signe de malheur est venu, lorsque nous avons essayé de bouger. Hank, l'équivalent bovin d'un vieux grincheux, refusait de bouger jusqu'à ce qu'on le soudoie avec une pomme que nous ne pouvions définitivement pas nous permettre. Martha, toujours la plus pragmatique, m'a averti que donner la pomme à Hank
revenait à signer un pacte avec le diable, mais moi, aveuglé par l'optimisme, et peut-être les premiers signes d'un coup de soleil, je le lui ai donné. Hank l'a mangé lentement, avec la satisfaction suffisante d'une créature qui comprenait la valeur du pouvoir. Une fois que nous avons fait avancer les bœufs, la véritable aventure a commencé. Le sentier n'était pas tant une route qu'une collection de ornières aléatoires, de rochers et d'insultes profondément personnelles de la part de Mère Nature. Toutes les quelques minutes, la charrette se secouait violemment, menaçant d'envoyer notre précieux chargement, principalement du chou mariné et des rêves, roulés dans la poussière. Buttercup continuait de dévier vers la gauche, sans raison apparente, ce qui faisait tracer au wagon des courbes en S, élégantes et ivres, à travers la prairie. Les cheveux de Martha avaient atteint un niveau de volume qui ne pouvait être décrit que comme une meule de foin frappée par la foudre. À midi, le soleil était moins un corps céleste qu'un tyran oppressif nous rôtissant lentement vivants. Les enfants, autrefois si pleins d'énergie, traînaient maintenant derrière la charrette comme des légumes flétris. L'oncle Horace tenta de remonter le moral en jouant de l'harmonica, un geste noble qui se solda par une charge de Hank, les yeux remplis de fureur. Nous avons pris cela comme un signe pour faire une pause déjeuner, si on peut appeler ça comme ça. C'était un événement culinaire qu'on pourrait décrire comme étant proche de la survie. Nous avions le choix entre des biscuits rassis qui auraient ne pu servir de matériaux de construction et des haricots froids et gras qui semblaient se multiplier quand on ne regardait pas. Les haricots avaient une texture que l'on pourrait comparer à un regret humide, et ils avaient le goût de la suite d'un défi mal pensé. Abaissée Martha murmura sombrement que, si nous survivions, elle écrirait un livre de cuisine, intitulé « Sans façon de ruiner les haricots en randonnée ». L'oncle Horace a proposé avec enthousiasme de contribuer un chapitre intitulé « Eau de haricots, une délicatesse ». Les enfants mâchaient en silence, leurs expressions celles d'âmes qui avaient trop vu. Nous avons repris notre voyage après le déjeuner, et c'est à ce moment-là que la roue du wagon a finalement cédé. Il ne s'est pas brisé avec un craquement dramatique. Non, il a cédé avec un gémissement lent et douloureux, comme le soupir mourant d'une mule surmenée. La charrette s'inclina. La cargaison se déplaça, et je me retrouvai à fixer une caisse de haricots qui descendait rapidement et me frappa en plein visage. Martha ne dit rien, mais son silence était si puissant que je pouvais sentir le jugement irradier d'elle comme des vagues de chaleur. Les enfants ont ri, parce que bien sûr ils l'ont fait. L'oncle Horace déclara que c'était un signe des esprits, et commença à agiter son chapeau comme s'il dirigeait une séance de spiritisme. Buttercup en profita pour s'éloigner et mâcher un buisson épineux, ce qui semblait parfaitement refléter mon humeur. Réparer la roue fut une épreuve qui nécessita ingéniosité, sueur et le sacrifice de ce qui restait de ma santé mentale. Nous n'avions pas d'outils appropriés, alors j'ai improvisé avec une fourchette, une boucle de chaussure et un morceau de ficelle qui était peut-être ou peut-être pas une partie des sous-vêtements de quelqu'un. L'oncle Horace a suggéré de brûler la charrette et de commencer une nouvelle vie en tant que philosophe des prairies. Martha, à son crédit, s'est abstenue de m'incendier. Au moment où la roue avait été réparée avec plus d'espoir que de savoir-faire, il était tard dans l'après-midi. Nous avions parcouru un grand total de 3 miles ce jour-là. 3. À ce rythme, j'ai calculé, nous arriverions en Oregon juste à temps pour les funérailles de nos arrière-petits-enfants.
Nous avons continué, surtout parce que l'alternative était d'admettre la défaite et de camper à la vue du campement d'hier, une pensée trop déprimante, même pour nous. Le paysage, autrefois plein de promesses, semblait maintenant se moquer de nous avec des étendues infinies de néant, ponctuées par l'arbre mort occasionnel qui semblait avoir péri d'ennui. Alors que le soleil commençait à se coucher, nous avons croisé un groupe de voyageurs qui avaient l'air légèrement plus mal en point que nous. Leur chariot avait une roue complètement manquante, et ils essayaient de le traîner, avec une volonté farouche, et une chèvre qui avait l'air très confuse. Ils ont fait signe. Nous avons agité la main en retour, la chèvre bêla, dans ce que je ne pouvais qu'assumer comme de la solidarité. Cette nuit-là, le camp était une affaire silencieuse et lugubre. Le dîner était des haricots réchauffés, encore, et personne n'avait l'énergie de prétendre que c'était comestible. Les enfants s'endormirent, à mi-bouchée. Martha était assise, fixant le feu, les yeux dans le vide, peut-être en train de rêver d'une vie où elle n'aurait pas épousé un homme qui pensait que la piste de l'Oregon serait une sortie familiale amusante. L'oncle Horace chuchota discrètement à Lord Featherbottom sur la futilité de l'ambition humaine. Je me suis allongé sur le sol dur, regardant les étoiles et me demandant dans quoi nous nous étions engagés. Les bœufs, au moins, semblaient contents, pétant en harmonie comme pour ponctuer les échecs de la journée. C'était le premier jour, et si tu penses que ça ne pouvait pas être pire, attends un peu. Chapitre 3. Pluie, haricots et l'odeur du regret. Si vous pensiez que les 2 premiers jours étaient une symphonie de mauvaises décisions, bienvenue au 3e jour, le jour où le sentier de l'Oregon s'est véritablement présenté en ouvrant les cieux, détruisant nos derniers lambeaux de dignité et nous forçant à un nouveau bas culinaire, connu sous le nom de surprise de l'eau de haricots. Cela a commencé à l'aube, c'est-à-dire autour du moment où le soleil s'est levé derrière un mur de nuages si sombres et menaçants, qu'on aurait dit qu'il portait les mots « abandonner toute espérance », griffonnés dessus en éclairs. Je me suis réveillé au doux son de la pluie tambourinant sur la toile et au son moins doux de Martha murmurant une prière qui ressemblait étrangement à une malédiction visant directement mon âme. Les enfants qu'avaient, du jour au lendemain, évolué en créatures sauvages. Leurs visages étaient striés de boue, leurs cheveux semblaient avoir été coiffés par une tornade, et leurs vêtements, autrefois passables, étaient maintenant des drapeaux en lambeaux de reddition. L'oncle Horace, indifférent à la pluie, était assis en tailleur sous la charrette, en train d'avoir une discussion philosophique avec Lord Featherbottom sur la nature de la souffrance. Buttercup le bœuf se tenait sous la pluie battante, mâchant son rumen avec la satisfaction tranquille d'une créature qui savait que ce n'était pas son problème si nous nous noyions. Le petit déjeuner devait, en théorie, être simple, réchauffer les haricots de la veille. En pratique, cependant, la pluie en avait d'autres. Le feu crépitait, sifflait, et finalement a abandonné, tout comme je le voulais. Martha a suggéré d'utiliser une poêle en fer comme toit de fortune, mais cela s'est rapidement transformé en un système de collecte des eaux de pluie, et bientôt les haricots nageaient dans ce qui ressemblait aux larmes de nos ancêtres. Non découragé, j'ai déclaré que c'était maintenant de la soupe de haricots, une nouvelle invention culinaire excitante. Les enfants me regardèrent avec les yeux vides de ceux qui ont trop vu. Martha jeta un coup d'œil au désordre détrempé et murmura « Si nous survivons à ça, je ne mangerai plus jamais de haricots. » L'oncle Horace
insista pour ajouter une cuillerée de mélasse, prétendant que cela rehausserait la saveur. Ce ne fut pas le cas. Alors que nous étions assis là, sous la toile affaissée, sirotant de l'eau de haricots et contemplant nos choix de vie, la pluie s'intensifia. Ce n'était pas juste une petite pluie. C'était un déluge de niveau biblique, du genre qui vous fait vous demander si vous ne devriez pas commencer à construire une arche. Les bœufs se blottissaient misérablement. La charrette commençait à s'affaisser au milieu, et une petite rivière se formait sous nos pieds, emportant ce qu'il restait de notre fierté. Les enfants, ayant renoncé à se comporter comme des humains, commencèrent à éclabousser dans la boue, ce qui poussa Martha à perdre ce qu'il lui restait de patience. « Si je dois encore gratter de la boue sur le derrière d'un autre enfant, que Dieu m'aide » commença-t-elle. Mais la phrase fut interrompue par un coup de tonnerre, si fort qu'il fit tomber Lord Featherbottom de son perchoir et envoya l'oncle Horace dans un monologue sur la colère des dieux. Notre tentative de continuer à avancer était une farce. Les bœufs, naturellement, décidèrent que rester immobiles était la meilleure chose à faire pendant une tempête, et aucun nombre de cajoleries, de menaces ou de pots de vin, nous n'avions plus qu'un demi-biscuit et un navet douteux, ne parvint à les convaincre du contraire. Hank, fidèle à lui-même, me lança un regard qui disait « Essaie-moi, imbécile !» Et Buttercup s'allongea complètement, comme pour démontrer la futilité de l'existence. Martha, avec la détermination d'une femme poussée à bout, a suggéré que nous allégions la charrette en nous débarrassant des non-essentiels. J'ai protesté. Après tout, qu'est-ce qui pourrait être plus essentiel que ma collection de bâtons à tailler ou la boîte de coléoptères séchés que je prévoyais d'échanger avec les habitants? Martha a répondu en jetant les coléoptères dans la boue, où ils ont coulé avec une finalité détrempée qui semblait presque poétique. À midi, la pluie avait tout imbibé. Nos vêtements, nos couvertures, nos provisions, et plus dévastateur encore, le dernier biscuit sec que nous avions gardé comme un remontant moral. Les enfants se battaient pour les miettes détrempées. L'oncle Horace essayait de sécher Lord Featherbottom en l'éventant avec son chapeau, et j'envisageais de m'allonger dans la boue et de laisser la nature faire son œuvre. Puis vint la dysenterie. Pas en pleine force. Oh non, cette joie viendrait plus tard. Mais les premiers grondements, les signes subtils, mais inquiétants que nos systèmes digestifs avaient enfin capitulé face à l'assaut implacable des mauvais haricots et de l'eau encore pire. Cela a commencé par un seul gargouillement tonitruant qui a fait taire tout le camp. Même les bœufs cessèrent de ruminer. Je regardais Martha. Martha me regarda. Nous savions tous les deux, la fin était arrivée. Les heures suivantes furent un flou de malaise, de panique, et beaucoup de courses dans les buissons. La pluie, bien sûr, ne s'est pas arrêtée. Elle semblait gagner en force, comme pour se moquer de nous. Les enfants, désormais complètement sauvages, se mirent à se poursuivre avec des bâtons, et l'oncle Horace tenta de leur enseigner la philosophie, ce qui conduisit un enfant à demander si Dieu nous détestait. Je n'avais pas de bonne réponse. Le dîner, si on peut l'appeler ainsi, était encore de l'eau de haricots, maintenant agrémentée de désespoir. Nous nous blottissions sous la charrette, grelottants et misérables, écoutant le tambourinement incessant de la pluie et le gargouillement occasionnel et terrifiant de l'estomac de quelqu'un. Martha fixait le trou, sans feu, comme si elle envisageait un meurtre. L'oncle Horace chanta une complainte en l'honneur du biscuit perdu. Au crépuscule, nous étions tous trempés, frigorifiés, et plus ou moins convaincus d'avoir irrité un esprit vengeur de la prairie. Les enfants s'endormirent en un tas, humides et sales. Martha s'allongea sur une pile de couvertures mouillées
les yeux fermés, les lèvres bougeant dans une prière silencieuse pour que ce cauchemar prenne fin. L'oncle Horace chuchota à Lord Featherbottom, qui avait l'air plus échevelé que royal. Je restais là dans la boue, ressentant chaque douleur dans mon corps, chaque regret dans mon âme, et chaque terrible décision qui nous avait conduits à ce point. La charrette grinçait, les bœufs ronflaient, et la pluie continuait de tomber. Et c'était le 3e jour, juste le 3e jour. Chapitre 4. La traversée du fleuve de la mort. Ah, le 4e jour. Le jour où nous avons découvert que l'eau, la même chose qui soutient la vie, peut aussi très efficacement noyer vos espoirs, vos rêves et environ la moitié de vos biens matériels. La matinée commença, comme les matins ont tendance à le faire, sur le sentier de l'Oregon, avec moi, essayant de réveiller une pile de membres de la famille, mouillés et peu coopératifs, Martha, ayant atteint le stade de la vie sur le sentier où elle ne parlait que par souffles et regards perçants, refusait de se lever, les enfants, qui s'étaient maintenant fusionnés en un seul organisme recouvert de boue, gémirent comme un troupeau de bétail mourant. L'oncle Horace était déjà réveillé, bien sûr, marmonnant à Lord Featherbottom sur la menace existentielle des rivières et comment il avait autrefois perdu une bonne paire de chaussettes dans un ruisseau babillard. Buttercup et les autres bœufs regardaient dans le lointain, comme s'ils avaient vu la fin du monde, et l'avaient accepté avec un soupir bovin silencieux. Puis nous l'avons atteint. La rivière. Ce n'était pas juste une rivière, c'était la rivière, le genre de rivière qui vous fait remettre en question la nature même du progrès, et se demander si la destinée manifeste n'était pas juste une façon élégante de dire « bonne chance, idiot ». Elle s'étendait devant nous, large, boueuse, et tourbillonnant avec une énergie malveillante qui murmurait « Approche, je te défie. Je te mets au défi. » Il n'y avait pas de pont, pas de ferry, pas de locaux bienveillants offrant un canoë. Juste nous, notre chariot surchargé, et la réalisation que nous avions 3 options. 1. Traverser la rivière. 2. Faire flotter le chariot. Ou 3. Nous asseoir et pleurer silencieusement, pendant que les bœufs tramaient leur rébellion inévitable, moi, étant le genre d'homme qui a un jour essayé de réparer un essieu cassé avec une fourchette et une prière. J'ai opté pour la première option, traverser la rivière. Cela semblait assez simple en théorie. L'eau ne semblait profonde que jusqu'à la taille de loin, ce qui n'était bien sûr qu'une illusion, tout comme l'idée que les enfants sont utiles ou que la sagesse fluviale de l'oncle Horace ait jamais été utile, Martha, avec la patience d'une femme qui avait autrefois cru en moi, dit « Si tu nous fais tuer, je te hanterai dans l'au-delà. » Les enfants, désormais des gobelins de rivière semi-sauvages, acclamèrent la perspective de l'aventure. L'oncle Horace a proposé de bénir la traversée avec un chant qui ressemblait étrangement à une recette de harengs marinés. Je pris une profonde inspiration, donnai une tape sur le derrière de Buttercup, et nous voilà partis. Les premiers mètres furent trompeusement lisses, la charrette avançant comme si l'univers avait décidé de nous faire une faveur. Puis Buttercup a mis le pied dans un trou caché, a trébuché, et toute l'opération a violemment dérapé vers la gauche. Les caisses se déplaçaient, les tonneaux gémissaient, et Lord Featherbottom poussa un cri que je suis convaincu était une insulte en langage des oiseaux. Martha cria. Les enfants poussèrent des cris aigus. L'oncle Horace a commencé à réciter ce que je pense être un chant de mort viking. Moi, toujours l'optimiste, j'ai crié « On s'en sort super bien. Nous nous en sortons très bien. » Puis le courant nous a attrapés.
Ce n'était pas une légère traction, c'était une force malveillante et tourbillonnante qui fit pivoter la charrette sur le côté, renversa un tonneau de choux marinés, qui dériva au loin comme un navire fantôme enflé, et plongea Buttercup dans une panique totale de bœuf. Il a essayé de s'enfuir, entraînant les autres bœufs, la charrette, et nous tous avec lui. Les enfants s'accrochaient aux côtés, les yeux écarquillés et hurlant. L'oncle Horace tenait Lord Featherbottom en l'air comme un artefact sacré. Martha, avec la force d'une femme entièrement alimentée par la rage, saisit les rênes et essaya de diriger, c'est-à-dire qu'elle me cria dessus pendant que je gesticulais sans défense. L'eau a éclaboussé dans la charrette, trempant tout. Notre farine s'est transformée en pâte. Les haricots sont devenus une purée de haricots. Le dernier de nos vêtements secs a absorbé l'eau comme une éponge dans une inondation. Buttercup, dans un acte de pure malice, a dévié vers la partie la plus profonde de la rivière. Et pendant un instant, nous étions moins une famille en voyage qu'une scène d'un conte moral sur l'Ubri. D'une manière ou d'une autre, grâce à une combinaison de pure chance, d'intervention divine et de la détermination féroce de Martha, nous avons atteint l'autre rive. Nous étions trempés, grelottants, et sentions le désespoir mouillé. La charrette était inclinée de manière pitoyable, une roue à moitié enfouie dans la boue, et nos provisions formaient une soupe tragique de haricots, de farine et de rêves écrasés. Martha me regarda, les cheveux plaqués contre son visage, et dit d'un calme glacial « Je te l'avais dit ». L'oncle Horace s'assit dans la boue et commença à pleurer doucement dans les plumes de Lord Featherbottom. Les enfants, toujours adaptables, ont commencé une bataille de boue qui s'est terminée lorsque l'un d'eux a lancé un amas directement sur mon visage. Buttercup et les bœufs se tenaient à proximité, dégoulinants et satisfaits. Nous avons évalué les dégâts. Le chou mariné avait disparu, la farine était ruinée, les haricots, eh bien, d'une manière ou d'une autre, ils avaient proliféré, une armée impie de légumes détrempés. La charrette grinçait de manière sinistre, la roue menaçant de se briser au prochain caillou que nous rencontrerions. Mes bottes faisaient un bruit de succion à chaque pas, et je sentais comme un pionnier humide et vaincu. Le dîner de cette nuit-là était, sans surprise, encore des haricots. Pâte de haricots, eau de haricots, tout aux haricots. Nous étions assis en silence, les seuls sons étant le croassement lointain d'une grenouille et le pet amer occasionnel de Hank le bœuf. Alors que nous nous couchions pour dormir, sur un sol humide, sous des couvertures humides, avec des âmes humides, je pensais à l'Oregon. Cela en valait-il la peine? Allions-nous même y arriver? Ou deviendrions-nous juste un autre conte de mise en garde, un groupe de fous qui pensaient pouvoir conquérir la frontière avec une charrette pleine de choux marinés et un bœuf têtu nommé Hank? La pluie a recommencé, d'abord légère, puis régulière, puis torrentielle, et c'était le 4e jour, juste le 4e jour, chapitre 5, poussière, dysenterie et la mort de la dignité. Le 5e jour se leva avec un soleil qui était moins chaleur douce des cieux, et plus boule de feu en colère, essayant de rôtir vos globes oculaires dans votre crâne. J'ouvris les yeux sur la lumière éblouissante, le bourdonnement incessant des moustiques et l'odeur distincte de quelque chose de vaguement tragique. Était-ce de la fourrure de bœuf humide, des haricots mouillés, ou peut-être l'arôme parfumé de mes propres espoirs, qui se décomposent lentement? Martha, ayant officiellement transcendé la rage pour entrer dans un état de mépris silencieux et bouillonnant, me tendit une tasse en fer blanc bosselé, contenant quelque chose qui aurait pu être du café ou de l'eau sale de ruisseau, aromatisée au jus de haricots. Je l'ai bu,
Je ne suis toujours pas sûr si cela a aidé ou nui. Les enfants s'étaient, à ce stade, transformés en créatures poussiéreuses, semi-sauvages. Leurs visages étaient striés de saleté, leurs vêtements étaient indistinguables de la prairie elle-même, et leurs yeux portaient le regard perdu de petits êtres qui avaient vu des choses que personne ne devrait voir. L'oncle Horace, comme toujours, racontait à Lord Featherbottom des histoires de sa jeunesse, que je soupçonnais d'être entièrement fabriquées. Buttercup et les bœufs avaient formé ce que je ne peux décrire que comme un comité de grève syndiqué, se tenant en cercle serré et me dévisageant avec un mépris collectif. Le petit déjeuner était un autre tour palpitant de devine cette texture. Les haricots avaient atteint une consistance quelque part, entre la pâte et le regret, tandis que les derniers restes de notre pain s'étaient fossilisés en artefacts que de futurs archéologues pourraient étudier pour comprendre le régime alimentaire des idiots. C'est à ce moment-là que la dysenterie a fait sa grande entrée. Subtile au début, juste quelques gargouillements, un léger sentiment de malaise, mais bientôt, notre camp devint une symphonie de détresse gastro-intestinale. Les sons de vomissements, de gémissements et de déplacements urgents vers les buissons les plus proches résonnaient à travers la prairie. Même les bœufs semblaient vaguement préoccupés. Martha, toujours pragmatique, déclara « Si c'est la fin, je vais me battre jusqu'au bout » et essaya de désinfecter les cuillères avec un chiffon qui avait précédemment servi à essuyer les postérieurs de Buttercup. L'oncle Horace, entre deux spasmes de douleur, insistait sur le fait que la dysenterie forge le caractère. Je n'étais pas sûr du genre de caractère qu'elle forgeait, mais ce n'était certainement pas celui que je voulais. Le sentier lui-même, ce cruel et inflexible ruban de misère cabossée, se moquait de nous à chaque tournant. Nous avancions péniblement, mille après mille douloureux, à travers une poussière si épaisse qu'on avait l'impression d'inhaler une version en poudre du désespoir. Le soleil brûlait au-dessus de nous, implacable et cruel. Les bœufs, peut-être encouragés par notre souffrance collective, refusaient de coopérer. Buttercup en particulier semblait avoir développé une vendetta personnelle contre moi, me fixant du regard et refusant de bouger à moins que je ne lui offre un pot de vin. Nous n'avions plus qu'une seule carotte moisie et une demi-bâton de saindoux durci, et Buttercup le savait. À midi, nous nous sommes arrêtés pour un repas qui consistait en, eh bien, encore des haricots. Les enfants les piquaient avec des bâtons, comme s'ils espéraient qu'ils se transformeraient, spontanément, en quelque chose de comestible. Martha me fixa à travers le feu de camp, son regard assez perçant pour transpercer la toile de la charrette, et murmura « C'est de ta faute ». L'oncle Horace proposa de faire du thé avec des herbes médicinales qu'il avait trouvées le long du chemin. Il s'est avéré que c'étaient des feuilles de sumac vénéneux. Dans l'après-midi, notre progression avait ralenti à un pas de tortue. La charrette gémissait comme un grand-père arthritique. Les bœufs traînèrent les pattes comme s'ils se dirigeaient vers leur propre enterrement. Et les enfants prenaient tour à tour la parole pour demander si nous étions arrivés dans des tons qui suggéraient qu'ils ne croyaient plus que là-bas existait. Buttercup est tombé dans un trou et a refusé de retirer son sabot jusqu'à ce que nous lui promettions la première part du prochain baril de haricots. Alors que le soleil se couchait sous l'horizon, nous avons monté le camp, épuisés, couverts de poussière et remettant profondément en question nos choix de vie. L'air sentait la sueur, les haricots et un sentiment persistant d'échec collectif. Nous avons essayé de faire un feu,
mais le bois était humide, et les allumettes avaient été trempées lors de la traversée de la rivière. Alors nous avons passé la nuit dans le noir, à ronger des haricots froids et à contempler notre destin. Cette nuit-là, alors que nous étions allongés sous les étoiles, je réfléchissais à la véritable signification du destin manifeste. Il semblait moins question d'exploration audacieuse et plus de souffrance silencieuse, tout en prétendant que c'était tout un part de l'aventure. Martha murmura dans son sommeil quelque chose à propos de cercueil en forme de haricot. L'oncle Horace ronflait, Lord Featherbottom blotti sous son bras comme un animal de soutien émotionnel à plumes. Les enfants, miraculeusement, dormaient profondément, ce qui signifiait soit qu'ils s'étaient adaptés aux horreurs du sentier, soit qu'ils avaient tout simplement abandonné, et Buttercup, ce bœuf têtu et flatulent. Il était allongé à proximité, mâchant avec satisfaction, comme s'il savait que demain apporterait la même chose, et qu'il était prêt pour cela. C'était le 5e jour, juste le 5e jour. Chapitre 6. La grande déroute de la prairie et la charrette du désespoir. Le 6e jour ne commença pas avec le chant des oiseaux ou un lever de soleil paisible, mais avec le son distinct de l'oncle Horace, se disputant bruyamment avec un cactus. Je me suis redressé lentement, mes articulations craquant comme la charrette, et j'ai essayé de reconstituer la scène. Horace, torse nu et échevelé, agitait un bâton vers le cactus et exigeait qu'il s'excuse d'exister. Le cactus, à son crédit, semblait indifférent, rayonnant la confiance tranquille d'une plante qui savait qu'elle pouvait nous survivre à tous. Martha était assise à proximité, reprisant des chaussettes avec l'intensité furieuse d'une femme, essayant de soumettre le tissu par la force. Les enfants jouaient à un jeu qu'ils avaient inventé appelé « Attrape l'ombre du vautour », qui consistait principalement à agiter les bras dans l'air et à tomber dans la poussière. Buttercup, bien sûr, restait immobile, allongé dans un coin de poussière, avec une expression qui disait « J'ai transcendé la souffrance ». Le petit déjeuner était, une fois de plus, des haricots. À ce stade, les haricots avaient acquis une sorte de présence spirituelle dans nos vies, un rappel constant que la vie est souffrance et que le sentier est un purgatoire implacable basé sur les haricots. Nous avons essayé de faire semblant qu'ils étaient autre chose, peut-être des truffes exotiques de sentier ou du porridge de pionniers robustes, mais non, ce n'étaient que des haricots, froids, poussiéreux, et maintenant légèrement croustillants à cause du sable. Nous avons repris notre voyage sous un ciel si brûlant qu'on aurait dit que la prairie elle-même essayait de nous cuire vifs. L'air scintillait, la poussière s'élevait en de grands nuages étouffants. Chaque pas ressemblait à une marche à travers une soupe chaude. Les bœufs avançaient avec un profond sentiment de résignation. La charrette grinçait, penchait et se plaignait à chaque bosse. Puis vint la crise. Cela a commencé de manière assez innocente. La roue heurta une pierre particulièrement méchante et fit glisser toute la charge du chariot sur le côté. Un tonneau de haricots glissa et éclata sur le sol, envoyant un tsunami de haricots rouler à travers la prairie. Les enfants ont applaudi comme s'ils regardaient des feux d'artifice, jusqu'à ce que Martha les informe qu'ils allaient ramasser chacun de ces haricots. J'ai essayé de remettre le tonneau sur la charrette. Il s'est brisé en 1000 morceaux dans mes mains. Martha laissa échapper un bruit qui ne pouvait être décrit que comme un mélange entre un soupir, un grognement et le son d'une femme décidant si elle allait commettre un meurtre ou non. Puis la chaleur frappa. L'oncle Horace, ayant apparemment oublié de boire de l'eau pendant les 24 dernières heures, a commencé à divaguer sur le fait que le soleil lui parlait
et lui offrait un emploi dans son royaume enflammé. Les enfants, malgré mes avertissements, ont commencé à creuser un trou jusqu'en Chine et se sont rapidement retrouvés coincés. Buttercup s'est complètement effondré, allongé à plat sur le sol, comme une gigantesque crêpe poilue. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue lorsque Lord Featherbottom, que Dieu bénisse son petit cœur, a essayé de s'échapper en s'envolant. Il a battu des ailes quelquefois, s'est envolé du chariot et s'est immédiatement écrasé sur le chapeau de l'oncle Horace, provoquant une légère panique qui a conduit Martha à me frapper avec une cuillère. En fin d'après-midi, la prairie était devenue une vision de folie. L'oncle Horace chantait des chants de marins. À une parcelle de terre, les enfants pleuraient doucement, couverts de pâtes de haricots et de poussière. Martha était assise, la tête dans les mains, marmonnant des choses sur les avocats spécialisés en divorce en Oregon. Buttercup ronflait et moi. Je fixais l'horizon, me demandant comment un homme pouvait se retrouver dans cette situation, entouré de haricots, de poussière, et avec la prise de conscience grandissante que j'étais complètement dépassé. Le dîner, si vous pouvez le croire, était des haricots. Encore Martha n'a même pas fait semblant de les cuisiner cette fois. Elle a juste distribué des cuillères et a dit « Bonne chance ». Nous avons mangé en silence, le bruit de la mastication, ponctué par les grognements occasionnels du système digestif de quelqu'un. Cette nuit-là, alors que nous étions allongés sur le sol dur, regardant un ciel rempli d'étoiles qui se moquaient de nous avec leur beauté froide et lointaine, je pensais à notre voyage. Nous n'étions pas des pionniers. Nous étions un avertissement, une note de bas de page dans un livre d'histoire sur ce qu'il ne faut pas faire sur le sentier de l'Oregon. Et pourtant, alors que je m'enfonçais dans un sommeil agité, j'ai réalisé quelque chose. Nous avancions toujours, lentement, douloureusement, avec plus de taches de haricots sur nos vêtements, que de dignité dans nos âmes, mais en avant néanmoins. Demain apporterait plus de défis, plus de poussière, plus de haricots, probablement plus de disputes avec des cactus, mais nous y ferions face ensemble, car quelle autre option avions-nous? C'était le 6e jour. Juste le 6e jour. Chapitre 7. Des serpents à sonnettes, des moufettes et le bruit de la folie qui se brise. Le 7e jour a commencé par un silence de mauvais augure. Le genre de calme qui vous fait vous demander si l'univers prend une profonde inspiration avant de vous frapper droit dans les dents. Le soleil s'est levé dans un brouillard de poussière, l'air chaud et lourd, et le seul son était l'oncle Horace, murmurant doucement à lui-même à propos des yeux dans la nuit. J'ai choisi de ne pas demander. Le petit déjeuner était, à ma grande surprise, des haricots. Martha les a servis sans un mot, et nous avons mangé dans une torpeur morose, induite par les haricots, chacun de nous contemplant si le corps humain pouvait en fait être composé de 80% de légumineuses. Les enfants s'étaient mis à fixer le lointain comme de petits fantômes hantés, tandis que Buttercup le bœuf était simplement allongé dans la poussière, les pattes écartées, ressemblant à un tapis de désespoir poilu. Puis, le chaos a éclaté. Cela a commencé lorsque nous avons découvert un serpent à sonnette sous la roue du chariot. J'aimerais vous dire que nous l'avons géré avec le courage et la débrouillardise des pionniers. Mais non, il y a eu beaucoup de cris, une danse frénétique qui ressemblait à une performance interprétative sur le regret, et Martha qui criait « Tuez-le, tue-le » pendant que l'oncle Horace essayait de convaincre le serpent de partir
en lui récitant de la poésie. Le serpent, peu impressionné, s'enroula et siffla. Dans un moment de pure panique, j'ai saisi le premier objet à portée de main, une louche, et avec toute la dignité d'un homme qui avait complètement perdu la raison, j'ai tenté de combattre le serpent comme un chevalier de cuisine dérangé. La louche s'est pliée, le serpent a bondi, et j'ai couru tête la première dans la roue de la charrette, me faisant une bosse de la taille d'une pomme de terre de prairie. Le serpent s'est glissé loin, probablement pour écrire une critique furieuse de son séjour chez nous. Les enfants ont applaudi, ce qui semblait inutilement sarcastique. Puis vint la moufette. Il est apparu juste après le déjeuner, se dandinant dans le camp comme s'il en était le maître, la queue levée, les yeux plissés, et une aura de menace pure et sans compromis. Martha se figea. L'oncle Horace a essayé de raisonner avec elle, suggérant qu'ils pourraient être des animaux totems. Les enfants, bien sûr, trouvaient cela adorable et ont essayé de la caresser. Cela ne s'est pas bien passé. Le putois s'est retourné, a déclenché une attaque de guerre chimique que j'espère ne jamais revivre, et s'est enfui. L'odeur était instantanée, horrible et complètement inévitable. Nous avons essayé de l'enlever, d'abord avec de l'eau, puis avec du vinaigre, ensuite avec des larmes. Rien n'a fonctionné. Nous sentions comme un champ de choux pourris enveloppé de désespoir. Les bœufs, peut-être par solidarité, décidèrent de ne plus bouger. Buttercup s'est allongé complètement, tandis que Hank le bœuf fixait simplement le vide, comme s'il contemplait la futilité de toutes les entreprises terrestres. Les enfants ont commencé à pleurer. Martha a commencé à pleurer. L'oncle Horace, pour des raisons obscures, commença à rire, un rire hystérique et aigu qui suggérait qu'il n'était plus complètement ancré dans la réalité. Lord Featherbottom battait des ailes frénétiquement, comme s'il essayait de s'envoler et d'échapper à l'odeur de la mort. Dans un accès de désespoir, nous avons essayé d'aérer nos provisions, seulement pour découvrir que la farine était moisie. Le dernier morceau de bacon avait été volé par des ratons laveurs, qui avaient laissé de petites empreintes boueuses en guise de moquerie, et le baril d'eau avait un film vert suspect à la surface. Le dîner, prévisiblement, était des haricots. Des haricots, au parfum de moufette, infusés de poussière, tiède, servis sur n'importe quelle surface, qui n'était pas actuellement utilisée pour repousser la faune. Alors que le soleil se couchait, nous étions assis en silence, chacun de nous contemplant la série de mauvaises décisions qui nous avaient conduits à ce moment. Les enfants étaient recroquevillés comme de petits sacs de haricots tristes. L'oncle Horace fixait les étoiles, fredonnant une mélodie qui ressemblait au thème d'un film d'horreur. Martha me regarda avec une expression qui disait « Si tu ne résous pas ça, je te jetterai dans le prochain cactus que nous croiserons. » Et Buttercup était juste allongé là, mâchant lentement, comme pour dire « Vous l'avez fait pour vous-même. » C'était le 7e jour, juste le 7e jour, chapitre 8. La dernière blague des dieux de l'Oregon Trail, 8e jour. Le jour où les dieux de l'Oregon Trail ont enfin claqué des doigts, riant aux éclats, et ont décidé de tester nos derniers lambeaux de santé mentale. Je me suis réveillé avec le parfum familier de la poussière, de la sueur et du désespoir existentiel, avec une touche de cheveux brûlés, probablement à cause de la dernière tentative de Martha de préparer le petit déjeuner en utilisant uniquement de la rage pure et une loupe. Le petit déjeuner était, vous l'avez deviné, des haricots, mais maintenant, elles étaient infusées de moufette, hantées par des ratons laveurs et possiblement possédées par un esprit vengeur de la prairie. Martha distribuait des bols avec l'efficacité sans âme d'une femme
qui avait depuis longtemps cessé de se soucier de savoir si nous vivions ou mourions. L'oncle Horace marmonnait à Lord Featherbottom sur le sens de la vie. Les enfants se disputaient pour savoir qui avait la portion la moins pleine de haricots. Et Buttercup le bœuf s'attaquait à la roue du chariot comme s'il essayait d'échapper à cette réalité par pure détermination. Le soleil se leva comme un dieu en colère, brûlant notre peau, nos esprits, et probablement nos organes internes. La chaleur était si intense que j'ai commencé à halluciner une énorme plante de tumbleweed sarcastique roulant à côté de moi et murmurant « Bonne chance, les perdants ». La prairie s'étendait à perte de vue, plate et impitoyable, tandis qu'en arrière-plan se mêlaient les odeurs de moufettes, de désespoir et de haricots mal digérés. Puis la roue du chariot se brisa. Pas un craquement poli, pas un grincement d'avertissement. Non, c'était une explosion catastrophique et éclatante, qui envoyait des morceaux de bois voler dans toutes les directions. Tout le chariot a tangué sur le côté, comme un buffle ivre, déversant son contenu dans une cascade tragique, le baril de farine, les derniers haricots, la collection douteuse de pierres de guérison de l'oncle Horace, tout était parti. Les enfants poussèrent des cris. Martha laissa échapper un son quelque part entre un hurlement et un cri. Buttercup se contenta de fixer le vide du regard, comme si elle murmurait « Je te l'avais dit ». Nous avons essayé de réparer la roue avec ce que nous avions, des éclats de bois, de la corde, une seule cuillère tordue, mais c'était comme essayer de reconstruire une cathédrale avec des brindilles et du chewing-gum. L'oncle Horace a suggéré un sacrifice pour apaiser les dieux du sentier. Les enfants m'ont désigné. Martha, pendant un instant, fugace, avait l'air de le considérer. Comme sur commande, des nuages sombres sont apparus. Le tonnerre gronda, les éclairs illuminèrent le ciel, et la pluie commença à tomber dans un déluge si soudain et violent qu'on aurait dit que nous étions frappés par un tuyau céleste en colère. Nos provisions, ce qu'il en restait, furent instantanément trempées. Les enfants ont recommencé à pleurer. L'oncle Horace a essayé de construire un abri avec une vieille couverture et une ferme croyance en l'optimisme qui s'est effondré en un tas dès qu'une brise l'a frappé. Nous nous blottîmes ensemble dans la boue, un tas détrempé et misérable d'humanité et de bétail, tandis que la tempête faisait rage autour de nous. Buttercup, naturellement, semblait indifférente, mâchant un morceau de corde comme un philosophe contemplant la futilité de l'existence mortelle. Après ce qui nous a semblé être des heures, la pluie s'est arrêtée, le soleil est revenu, nous raillant avec sa chaleur joyeuse, et nous avons inspecté les décombres. La charrette n'était plus qu'une coquille ruinée. Les provisions étaient éparpillées à travers la prairie, comme des confettis lors d'une fête très déprimante, et nos esprits avaient depuis longtemps été laissés quelque part près du mile 3. Puis, comme si l'univers n'en avait pas encore fini avec nous, nous l'avons entendu. Le hurlement sinistre et résonnant des coyotes. Les enfants se figèrent, les yeux de Martha se plissèrent, l'oncle Horace, dans un accès de ce que je ne peux qu'assumer comme étant de la folie, induite par la chaleur, déclara « Je vais raisonner avec eux » et a immédiatement commencé à hurler en retour. Les coyotes, probablement aussi confus par cela que nous l'étions, gardèrent leur distance, mais le mal était fait. Nous avons passé la nuit sur le qui-vive, serrant des bâtons, des cuillères et nous-mêmes, prêts pour l'attaque inévitable qui n'est jamais venue. Buttercup, imperturbable, a dormi à travers tout cela, ronflant si fort qu'il a fait fuir au moins un raton laveur opportuniste. À l'aube,
Nous étions brisés, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Le sentier nous avait dépouillés jusqu'à notre essence. Un groupe de fous, aux neurones dérangés par les haricots, au parfum de moufette, et brûlés par le soleil, s'accrochant à une charrette qui ressemblait désormais plus à une œuvre d'art moderne qu'à un véhicule fonctionnel. Et pourtant, nous continuions à marcher. Nous boitions, rampions et traînions notre corps en avant, un misérable mile à la fois. La prairie, les tempêtes, les moufettes, les serpents. Ils avaient tous essayé de nous vaincre, et ils avaient en surtout réussi. Mais à la fin, nous avons atteint l'Oregon, ni dans le triomphe, ni dans la gloire, mais dans une défiance épuisée. La terre n'était pas le paradis qu'on nous avait promis. C'était boueux, peu accueillant, et ça sentait vaguement le moisi. Un homme nous a tendu une pelle et a dit « Bienvenue, commencez à creuser ». Je l'ai dévisagé, les enfants m'ont dévisagé, et Martha a fixé l'horizon, comme si elle planifiait déjà comment me laisser là. Buttercup laissa échapper un soupir, le son d'un bœuf qui en avait trop vu. Et c'était la piste de l'Oregon, un voyage de haricots, de cloques et de rêves brisés. Une histoire de comment nous pensions pouvoir apprivoiser la nature sauvage. Mais au lieu de cela, c'est la nature sauvage qui nous a apprivoisés. Nous sommes peut-être arrivés, mais une partie de nous restera à jamais sur ce sentier poussiéreux, probablement enterrée sous une pile de haricots moisis et de roudons de chariots écrasés. La faim,